Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le nouveau, on peut encore dire nouveau, président du musée de l'histoire de l'immigration. Alors maintenant on dit musée aussi. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle orientation donnée à ce qu'était avant la Cité nationale de l'histoire de l'immigration? Bien effectivement, moi j'ai été nommé ici depuis le mois d'août 2014. Je suis pour conserver l'appellation cité en même temps que le nom de musée qui sera le nouveau nom donné à ce lieu par un décret qui doit d'ailleurs être publié prochainement. Je crois qu'il faut garder les deux aspects parce que c'est un musée national, il n'y en a pas beaucoup en France, et il fait partie des musées nationaux. Donc c'est un événement, vous le savez, qui a été inauguré par le président de la République après 10 ans de fonctionnement. Il y a eu beaucoup de problèmes, on le sait à ce niveau-là. Mais la fonction de cité est importante et intéressante, surtout dans le moment que nous vivons, parce qu'il s'agit aussi, à travers l'histoire de l'immigration, de lancer un certain nombre de débats, de faire en sorte que cette histoire de l'immigration soit aussi, non pas simplement tournée vers le passé, mais incarnée dans le présent et les problèmes très nombreux qui sont ceux posés par les questions migratoires, c'est-à-dire les passages, les clandestins, les sans-papiers, mais aussi la vie quotidienne de ceux qu'on appelle aujourd'hui les immigrés, qu'on appelait les étrangers, etc. Justement, on est actuellement à la Galerie des Dons, une partie de ce musée où, à travers des objets et des histoires individuelles, on fait le lien avec cette grande histoire qui est notre histoire commune. Pour qu'elle soit réellement notre histoire commune, est-ce qu'il n'y a pas une attention toute particulière qui doit être portée à l'enseignement de l'histoire de l'immigration et à sa connaissance, et en quoi le musée où on est actuellement peut y contribuer? Écoutez, l'histoire de l'immigration, pendant de très nombreuses années en France, n'était pas enseignée ou était très peu connue et n'était pas partie intégrante des programmes scolaires. C'est une démarche qui s'est imposée récemment maintenant dans les programmes scolaires, dans l'enseignement. L'histoire de l'immigration ne peut pas être considérée comme une histoire à part, une histoire périphérique. J'allais presque dire une histoire des banlieues de l'histoire centrale qui serait celle du cœur des métropoles. Pas du tout. C'est une histoire qui participe de l'histoire générale de l'histoire française. Donc il faut déjà se féliciter du fait qu'un musée d'histoire de l'immigration existe en France. Il faut préciser le fait que c'est le seul musée d'immigration qui existe de ce type en Europe. Il n'y en a pas d'autres. La France donc a inauguré officiellement ce musée. Donc c'est dire la place qui est accordée aujourd'hui à cette histoire. C'est très important. Maintenant, il est bien évident aussi que c'est un travail qui commence vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que les enseignants, bien entendu, soient suffisamment armés pour connaître cette histoire particulière de toutes ces vagues migratoires depuis la fin du 19e siècle, tout au long du 20e siècle, immigration italienne, polonaise, portugaise, espagnole, juive d'Europe centrale, mais aussi les immigrations arméniennes, immigrations qu'on a appelées coloniales ou post-coloniales, bien sûr, algériennes, marocaines, tunisiennes, enfin, venant du Maghreb, d'Afrique du Nord, et puis encore plus récemment, on le sait, les immigrations subsahariennes, immigration africaine. Donc on a, par conséquent, j'espère que je n'ai oublié aucune vague migratoire, il y a beaucoup de, comme vous le savez, d'origines différentes pour les migrants. Toutes ces vagues migratoires qui ont, bien sûr, dessiné le visage de la France, tel que nous le connaissons aujourd'hui en 2015. Et donc il faut bien entendu les porter à la connaissance du plus grand nombre toute cette histoire extrêmement riche, qui est aussi une histoire, ne l'oublions pas, une histoire ouvrière, puisque la plupart des immigrés sont en fait ceux qui ont construit j'allais presque dire physiquement, la France. Ce sont des immigrations ouvrières qui ont joué un très grand rôle aussi dans les luttes ouvrières, puisqu'on le sait, beaucoup de dirigeants du mouvement ouvrier, par exemple de la CGT, appartiennent à l'histoire particulière de l'immigration. On ne va pas ici citer les noms d'Henri Krasuki, etc., enfin qui ont tous joué un très grand rôle, naturellement l'immigration espagnole, la résistance, la MOI, la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi, mais c'est quelque chose qui continue, parce qu'on a vu des travailleurs sans papier investir le musée de l'immigration il y a quelques années, et on sait que c'est toujours le cas, ce sont toujours des ouvriers qui construisent les grands stades en France, etc. C'est une histoire qui continue et qui est actuelle. Tout à fait, d'où la fonction à la fois de musée et de cité, puisque c'est une histoire. C'est pour ça que ce lieu est compliqué
disons, à mettre en valeur, parce qu'il est à la fois un lieu d'histoire, de chargé d'histoire, bien entendu, qu'il faut valoriser, montrer, expliquer, notamment aux jeunes générations, les lycéens, leurs enseignants, bien sûr. Mais aussi, c'est une histoire toujours en train de se faire, toujours en train de s'accomplir. Et une grande partie de l'immigration en France est constituée, effectivement, de ce que l'on appelait l'immigration ouvrière, c'est-à-dire de ceux qui sont principalement, comme on le sait, le BTP, travaux publics, la restauration, etc. Donc c'est une immigration très importante du point de vue de l'apport social, hein, des bras pour la France, de ceux qui ont construit ce pays. Donc c'est une histoire, bien sûr, qui se poursuit, que ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans le jargon universitaire, par exemple, l'histoire immédiate. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'histoire contemporaine du XXe siècle, par exemple, c'est aussi de l'histoire immédiate. Dernière question par rapport à la laïcité. Alors c'est un petit peu un mot valise, donc on va plutôt parler de choses concrètes. On a le sentiment que les jeunes qu'on dit issus de l'immigration, c'est-à-dire des Français nés en France pour la plupart d'entre eux, mais de parents immigrés ou de grands-parents immigrés, puisqu'on en est à plusieurs générations déjà, la seule manière qu'ils ont de recoller avec leurs racines et leur histoire, c'est de se tourner vers les livres sacrés, vers le Coran, vers la religion. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui a été raté dans le fait de leur apprendre leur histoire, qui soit pas une histoire liée forcément à la religion, mais leur histoire sociale, l'histoire de leur participation sociale, historique, économique au pays où ils vivent? On parle beaucoup, effectivement, aujourd'hui, surtout après les terribles attentats de janvier, on parle beaucoup du rapport religieux, la question du sacré, le problème du blasphème, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, ou ce qu'on dit peu, c'est qu'une grande majorité de ceux qui sont et qui appartiennent à une histoire qui est celle de l'immigration post-coloniale, principalement venant du Maghreb, en fait, ont un rapport qui n'est pas exclusivement, disons, religieux à l'histoire de France. C'est une histoire qui est sociale, c'est une histoire culturelle, sociale et politique, et d'engagement politique. On ne peut pas réduire, disons, sur un seul plan, sur un seul registre, l'appartenance, disons, à ce qu'on appelle la communauté nationale. Je veux dire, non, il y a toute une série d'initiatives dans lesquelles ils sont partie prenante. Et si on parle aujourd'hui de laïcité, de rapport religieux, etc., le problème, c'est pas la récitation abstraite, disons, des principes portés par les grands philosophes des Lumières, qu'il faut connaître, bien entendu, Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Mais c'est aussi faire vivre la question de la République, donc de la laïcité, au quotidien, dans le présent. C'est-à-dire la question du contrôle aux faciès, le problème des sans-papiers, la question du droit au logement, le problème des discriminations, notamment à l'embauche. Ça, c'est les vrais combats pour faire vivre la République. C'est de cette manière que la laïcité vit réellement et peut, disons, entrer dans les imaginaires, dans la conscience, etc. Et c'est pas simplement par des leçons, certes nécessaires, ou des récitations, mais dans une incarnation vivante de ces principes. Dernière chose, quelque chose qui avait été que j'ai trouvé personnellement après tout, un peu choquant, c'est le fait qu'on parle de former des imams pour lutter contre la radicalisation des musulmans en prison. En l'occurrence, est-ce qu'il n'y aurait pas un contrepoids à faire par rapport à la religion plutôt que de s'intéresser à la religion, ce qui n'est pas forcément le rôle de l'État que de former des imams, mais plutôt les former à la culture commune? Vous savez, moi j'ai très vite pris position sur cette question des prisons et de la délinquance. Moi je connais un peu, j'ai enseigné 4 ans en centrale à Poissy, donc je connais un petit peu le monde carcéral, pas simplement pour y avoir été 15 jours ou un mois, mais j'ai enseigné pendant 4 ans, donc c'est quand même important. Effectivement, la question des enseignants en prison est une question décisive. Les grandes universités aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas suffisamment investis dans cette tâche. Les universitaires ne sont pas suffisamment investis dans cette tâche de diffusion du savoir, dans ces lieux-là très particuliers, mais aussi dans les quartiers populaires, hein, au sens large. Il faut s'investir davantage dans tous ces lieux et ne pas laisser effectivement ces territoires exclusivement aux mains des religieux. Même si, bien sûr, la question religieuse est importante, personne ne peut le nier, mais on ne peut pas, de manière exclusive, traiter des problèmes sociaux et politiques, voire culturels graves, en laissant exclusivement des réponses formulées par des religieux. Donc ça, je crois que c'est important que les enseignants universitaires en particulier s'y investissent. Dernière, mais vraiment dernière question, on est actuellement au musée de l'immigration. Si vous aviez un endroit préféré ou un objet de prédilection dans ce musée, ce serait lequel ?
Il y a plusieurs objets. Vous savez, bon, il y a les histoires de valises, bien entendu, qui sont objets cultes, fétiches, je ne sais pas, qu'il faut exprimer. Il y a aussi un objet absolument saisissant dans la Galerie des Dons où nous nous trouvons actuellement, qui est la machine qui a été prise par les républicains espagnols, qu'ils ont transportée avec eux au moment de la retraite, comme vous le savez, qui a été terrible dans les années 38, 39, etc. Après la défaite des républicains espagnols, et cette machine transportée par ces militants qu'on qualifierait aujourd'hui d'immigrés, qui étaient des militants en fait, et des républicains espagnols qui très souvent malheureusement au terme de leur périple se sont retrouvés dans des camps en France. Donc on pense à Rivesaltes, etc. Donc voilà, c'est un objet qui me paraît intéressant et important. Merci beaucoup Benjamin Stora.